Eh bien alors, bienvenue à vous deux et bientôt à vous trois pour cette table ronde sur les métiers du grand âge. Mais en amorce de cette table ronde et avant qu'on vous présente, enfin Dominique Monneron, du coup on ne le présente plus, hein, voilà. En amorce, c'est parce que toutes les professions de la santé, toutes les professions du soin sont concernées par des problématiques d'attractivité. On va laisser de suite la parole à des étudiants de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, le N3S, qui vont nous présenter le résultat de leurs travaux sur un déterminant fort de l'attractivité des métiers, de la fidélisation des professionnels, c'est celui de l'attractivité du territoire. Et donc on va laisser Charlotte Boulère-Lejean, c'est ça, vous êtes là, Pierre Amidouche et donc une troisième personne, mais je n'ai pas son nom. Voilà, Amanda. Je vous laisserai vous présenter. Voilà. Vous avez 5 minutes. Est-ce qu'on peut juste vous demander la petite télécommande Ben oui. Alors, bonjour. Alors, parler des métiers du grand âge, c'est aussi parler de l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé. C'est une problématique. Aujourd'hui, 40% des médecins généralistes ont plus de 60 ans en 2022. Donc les collectivités territoriales se posent la question de leur remplacement. Nous étions un groupe d'élèves issus de 3 écoles, donc l'ENM Lyon, l'école des mines et le N3S. Et dans le cadre de notre scolarité, nous avons réfléchi à cette problématique et l'objectif c'était d'apporter des outils, une méthode aux collectivités territoriales pour se rendre plus attractifs pour les professionnels de santé. Et la stratégie donc, du groupe a été d'interroger aussi bien les étudiants en médecine, donc les futurs médecins, et les médecins qui étaient déjà installés. C'était un objectif de déterminer leurs besoins au niveau de l'installation, au moment de l'installation, mais également pour maintenir leur exercice au sein des territoires. Donc on a sollicité des étudiants, on a sollicité des médecins en place, et des différents besoins ont été définis comme vraiment un besoin de travailler ensemble, en coordination, de partage des données. Et à l'appui de tout ça aussi, avec un exemple concret auprès de la ville du Mans, où ils ont instauré un réel guichet unique à l'attention des professionnels qui s'installaient. Donc un accompagnement aussi bien au niveau professionnel qu'au cadre de la vie privée, ce qui nous a permis d'apporter un plan vraiment opérationnel aux mains des collectivités territoriales, dans le sens où avec une méthodologie qui peut être aussi bien adaptée pour les médecins généralistes, puisque notre projet s'est centré dans un premier temps sur cette catégorie professionnelle, mais qui pouvait aussi s'adapter pour tous les autres professionnels de santé selon les besoins des collectivités. Donc Charlotte, au niveau du plan, que peux-tu nous en dire ? Alors, comme tu l'as évoqué très justement, Amanda, nous on a pensé, sans grande originalité, vous me le direz, à un parcours qui se veut global et attentionné, mais qui est efficace. Puisque on a choisi de raisonner en 3 temps, donc avant l'installation des médecins, au moment de leur installation et bien sûr après leur installation, parce que c'est vraiment important de les suivre sur la durée pour les inciter à pérenniser leur activité sur le territoire. Alors tout d'abord, avant l'installation, il s'agissait déjà de s'interroger sur l'attractivité de la commune. Alors nous, on a travaillé sur la commune de Saint-Étienne, mais c'est quelque chose qu'on peut décliner sur l'ensemble du territoire, en nouant notamment des partenariats avec les offices de tourisme, en nouant des partenariats avec, dans l'exemple stéphanois, avec le CHU, puisque c'est vraiment un lieu intéressant quand on parle de professionnels de santé, vous en doutez, puisque dans le cadre de notre étude, on s'est rendu compte que le premier facteur qui pouvait influencer l'installation était non pas le facteur financier, comme on pourrait le penser, mais plutôt le cadre de vie et également le fait de pouvoir trouver facilement un mode de garde pour ses enfants. Il y avait également l'axe de la communication, à la fois aussi bien auprès des étudiants que des professionnels déjà en poste, avec un kit d'accueil et une logique multicanale. Dans un second temps, au moment de l'installation, il s'agissait, donc à travers le modèle du guichet unique qui était préconisé par la ville du Mans, de pouvoir suivre ces professionnels de santé grâce à un ETP dédié au sein de la municipalité et de leur garantir finalement un accompagnement pour répondre à leurs questions et leurs démarches surtout privées mais aussi professionnelles afin de garantir leur bonne intégration.
Impulser également des rencontres entre pairs, avec une journée d'intégration auprès de la mairie, l'organisation de colloques entre la commune et le CHU par exemple. Et enfin, être facilitateur de ce réseau des professionnels de santé à travers les maisons de santé pluriprofessionnelles et les communautés professionnelles territoriales de santé. Et enfin, après l'installation, on a identifié le fait que la commune doit finalement être un interlocuteur privilégié afin de suivre les professionnels nouveaux arrivés et en poste pour pouvoir leur permettre d'exercer tous ensemble et de surtout se connaître sur le territoire pour leur donner envie de rester. Donc, je te laisse la main, Pierre, pour le suite. Oui. Et donc, pour pouvoir le déployer efficacement, ce qui nous paraît essentiel à l'issue des travaux qu'on propose aussi aux collectivités, sous l'égide véritablement de la collectivité territoriale, de déployer vraiment une instance stratégique de coordination des acteurs locaux, à la fois sur 4 axes principaux, au niveau de la communication, de manière proactive et coordonnée, que ce soit au niveau des CHU, que ce soit au niveau de la faculté de médecine, au niveau des professionnels de santé et des futurs professionnels de santé, que ce soit au niveau du recrutement, de la stratégie de recrutement sur le territoire la plus adaptée de manière coordonnée, sur également la structuration du réseau des professionnels en s'appuyant notamment sur les ordres et de manière coordonnée, en favorisant aussi le parrainage entre pairs. Et puis enfin sur la valorisation des projets. Donc, sur certains territoires, des projets spécifiques émergent en matière de santé, comment on arrive à les valoriser dans une coordination autour d'une instance stratégique pilotée sous l'égide de la collectivité, avec l'ensemble des opérateurs, des acteurs qui gravitent et qui sont concernés sur le sujet de la santé, et notamment en lien et de concert avec les professionnels de santé. Alors, à l'aune de ces travaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective concrète de déploiement et de ce qui est mis en place aujourd'hui par les pouvoirs publics? Le levier qui nous paraît essentiel et qu'on souhaite aussi mettre en réflexion et sur lequel on pourra aussi échanger avec vous est autour du déploiement du Conseil national de la refondation, le fameux CNR, qui a été présenté par le Président de la République et sur le volet santé par le ministre de la Santé et de la Prévention, qui nous paraît intéressant à pouvoir mettre en exergue, notamment sur sa dimension territoriale, sur cet axe autour de la santé, et qui a pour vocation non pas uniquement d'être un réceptacle de doléances ou de recensement des problématiques, mais d'être véritablement, et c'est le souhait qu'on émet, et je pense aussi par les pouvoirs publics, d'être une instance de coopération avec des solutions concrètes qui sont apportées, des actions, des projets qui puissent être menés en associant l'ensemble des partenaires, également des citoyens, dans une démarche de démocratie sociale participative qui est en train de se déployer, qui a été engagée depuis octobre 2022 et qui essaime au sein de l'ensemble des territoires à l'échelle des départements, à l'instar de ce qui se fait autour des États territoriaux de la santé en région et qui est déployé par le Conseil national de la refondation sur le volet santé, sur lequel aussi on vous engage pleinement à participer. On vous a mis le lien Internet, c'est en cours, et qui demande une mobilisation citoyenne active de l'ensemble des partenaires à l'échelle locale, qui nous paraît, sur le plan des territoires, la plus à même de pouvoir répondre efficacement à la fois aux besoins adaptés du territoire, aux besoins des professionnels et au service de la population. Voilà, on vous remercie, on reste aussi à votre disposition pour tout échange et toute question. Et c'est nous qui vous remercions. Bravo. Merci beaucoup. On va reparler du Conseil national de la refondation, je n'en doute pas. Alors, je l'ai dit, cette dernière table ronde du défi autonomie, elle va interroger les problématiques autour des métiers du grand âge. Alors, pourquoi ce sujet qui peut paraître un peu rebattu? En effet, les rapports abondent, je dirais même qu'ils abondent dans tous les sens du terme. 15 millions de personnes de plus de 60 ans aujourd'hui en France, elles seront 20 millions en 2030, 1,4 million de personnes âgées en situation de perte d'autonomie en 2025. On nous dit qu'on a des besoins énormes. 350 000 recrutements seraient nécessaires d'ici 2025. Mais au-delà des chiffres, si je ne devais donner qu'une seule raison au choix de cette table ronde, de cette thématique, c'est l'éthique. On en a déjà parlé un petit peu avant, parce que pour mieux préserver le droit des personnes âgées fragiles au maintien d'un lien social qui est indispensable à la protection de leur santé et de leur bien-être, eh bien, ce sont ces professionnels du grand âge. Et pour mener à bien cette mission fondamentale, eh bien, ces personnels du grand âge, ils doivent être formés, ils doivent être considérés, ils doivent être estimés
ils doivent être protégés aussi. Et c'est tout cela que nous allons essayer de démêler au cours de cette table ronde, en ne nous étendant pas, si vous le voulez bien, en ne nous étendant pas trop sur les constats, mais en allant de l'avant et puis en recherchant des solutions. Alors, je vais commencer par un tour de table des intervenants. Messieurs, je vais prendre un ordre inversement alphabétique. Hein, voilà. Donc, Sandra Vessière, bonjour. Vous êtes auxiliaire de vie à Toulouse et vous représentez ce matin le collectif La Force Invisible des aides à domicile. Vous nous raconterez un petit peu plus tard ce qu'est ce collectif et ce qu'il porte. Si je suis l'ordre inversement alphabétique, Dominique Monneron, voilà, vous êtes le directeur général de Partage et Vie, mais si vous l'avez bien écouté tout à l'heure, vous savez qui il est. Et puis Julien Blanc, alors vous êtes le directeur des affaires publiques de Galiléo. Galiléo, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé qui fait le pari de l'innovation par la digitalisation des formations. Et je vous laisserai présenter notamment tout à l'heure un institut de formation d'aide-soignants d'un genre nouveau qui s'appelle Eva Santé. Voilà, bon, il était important pour moi de vous introduire, même succinctement. Vous pourrez évidemment prendre la parole tout à l'heure et vous expliquerez plus en avant ce que vous faites et ce que vous portez. Mais peut-être quelques éléments de définition pour commencer, parce que les métiers du grand âge, ça peut paraître évident, mais c'est quoi ? Les métiers du grand âge, en fait, c'est tout simplement toutes les personnes qui prennent soin et qui accompagnent les personnes âgées. Alors là aussi, quelques chiffres rapidement, hein, 178 000 aides-soignantes, 435 000, plus de 45 000 infirmières qui travaillent dans le secteur du grand âge. On a 34 000 auxiliaires de vie sociale et toujours pour 1,4 million de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, soit en EHPAD, soit au domicile. Et pour introduire le sujet, je vous propose d'entendre une ancienne ministre du Travail. Elle a rédigé et remis un rapport en 2019 qui était un plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge. Elle est chef de file aujourd'hui de la fabrique du bien vieillir dans le cadre du CNR Bien vieillir sur les sujets de revalorisation des métiers. C'est Myriam El Khomri. Elle ne pouvait pas être là ce matin, mais elle a eu la gentillesse de s'adresser à nous par un message vidéo. Donc je vous laisse l'écouter de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous. J'aurais bien évidemment apprécié. Je voudrais tout d'abord remercier à la fois le président Éric Chenu de son invitation et sa directrice générale Séverine Salgado et saluer tous les acteurs de la mutualité française que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici ou là et que j'avais beaucoup rencontré à l'époque du rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge que nous avions fait de façon collective en octobre 2019. Alors, je voudrais aussi, vous permettez-moi de m'en excuser aussi d'entrée, saluer les intervenants à cette table ronde dont certains que je connais bien. Je pense notamment à Dominique Monneron de la Fondation Partage et Vie. Je pense évidemment à Julien Blanc, du groupe Galiléo Global Éducation qui apporte aussi de l'innovation en matière de formation, mais aussi Sandra Vessière qui est aussi auxiliaire de vie du collectif qui apporte beaucoup et vu qu'on est actuellement chargé avec Daphna Mouchnik de porter le plan métier dans le cadre du CNR Bien vieillir, la fabrique du bien vieillir, sachez que c'est extrêmement important pour nous de rester ancrés avec l'ensemble des auxiliaires de vie. Alors, pour en venir très rapidement au CNR, Jean-Christophe Combe nous a donc confié cette mission avec surtout pas un rapport, avec des conclusions qu'on doit remettre au printemps prochain. L'objectif est clairement de mener 3 ateliers sur les leviers opérationnels pour rendre plus attractifs ces métiers. 3 ateliers vont se tenir, un le 25 novembre sur la question des aides à domicile, et donc là, bien évidemment, nous évoquerons les enjeux de pouvoir d'achat, de mobilité, de formation, de qualité de vie au travail. Tous ces enjeux-là sont vraiment répondent à la réforme systémique qu'on appelait de nos voeux en octobre 2019. Un deuxième atelier qui se tiendra en janvier vraisemblablement sur la question de la formation professionnelle,
comment on développe beaucoup plus la VAE, comment on développe l'alternance sur le métier d'aide-soignant, mais aussi sur le métier d'infirmier, sur le métier d'AES et auxiliaire de vie. Donc la question des perspectives d'évolution sont essentielles dans ce cadre-là. Formation initiale, formation continue, valorisation. Donc un atelier sur la formation et un troisième atelier sur l'enjeu de la qualité de vie au travail. Parce qu'en effet, dans ce secteur-là, les questions de sinistralité sont extrêmement présentes. Il y a des taux de sinistralité qui sont extrêmement forts, indignes de notre pays. Et donc, c'est important, bien sûr, de parler du sourcing, comment on élargit le sourcing, comment on donne envie d'aller sur ces métiers-là. Mais si on ne traite pas la question de la fidélisation des accidents de travail, si on ne traite pas la question de leur prévoyance, on voit bien que nous n'arrivons pas véritablement à les fidéliser. Et donc, c'est une problématique. Je salue d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes qui a été remis il y a quelques temps, notamment sur la question de la sinistralité dans les établissements. Donc, vous le voyez bien, on est sur un diagnostic aujourd'hui qui porte une volonté de pousser au maximum une réforme systémique, c'est-à-dire une réforme qui embarque les enjeux de conditions d'emploi et de rémunération. Il y a eu le Ségur, il y a l'accord de la Fourcade, il y a la conférence des métiers, mais on voit bien que là encore, il y a des choses à stabiliser, bien évidemment, et des choses à déployer. Il y a la question de la mobilité, du pouvoir d'achat des auxiliaires de vie, j'en parlais juste avant. Le deuxième axe, c'est bien sûr celui de la formation. Et on voit, par exemple, aujourd'hui, faire financer une PROA, c'est compliqué. Il en va de même des PTP. Voilà, donc on a des sujets sur la formation continue. On a le sujet des jurys de VAE. Donc voilà, on a encore des buts de guerre vraiment à essayer de débloquer. Il y a le sujet de la sinistralité. Et là, tant qu'on n'améliorera pas la qualité de vie au travail, on ne rendra pas ces métiers attractifs. Il faut piloter l'absentéisme, il faut fidéliser, et pour fidéliser, il faut une politique innovante de prévention des risques professionnels. Et là-dessus, on doit encore avancer. Et puis le dernier sujet, c'est la question du management, de la collaboration, de l'organisation du travail. Et là encore, on a aussi des vrais leviers d'amélioration. Donc, comptez sur nous, non pas pour faire un énième rapport, ce n'est pas du tout l'objet de la commande du ministre, de la Première ministre et du Président de la République. C'est bien, à travers ces ateliers, de les faire porter par des ateliers où on espère que beaucoup de professionnels viendront, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment de porter les grandes priorités et de faire qu'au printemps prochain, elles puissent être mises en œuvre. Excusez-moi encore de mon absence aujourd'hui et je vous souhaite bien sûr des débats intéressants et surtout qu'il y ait plein de solutions qui puissent aussi nourrir nos travaux avec Dafna. Merci à vous. Parfait. Alors moi, je vais remercier Philippe Pillet, Alain Poulet et Maurice Renat d'avoir bien voulu inviter la ministre El Khomri à ces travaux. Évidemment, il y avait eu un petit malentendu voilà, dont je suis responsable. Alors moi, je retiendrai peut-être plusieurs choses dans l'allocution, le message de Madame Myriam El Khomri. Déjà, pas la peine de produire un énième rapport. Bon, voilà, les sujets, les problématiques sont bien connus. Ça tombe bien, c'est un petit peu la philosophie de cette table ronde. Et puis autre chose, elle souhaite orienter les travaux de cette fabrique du bien vieillir dans trois grandes directions que j'ai notées. Le pouvoir d'achat, la formation et puis les conditions de travail, la qualité de vie au travail d'une manière générale. Alors du coup, ma première question, elle va s'adresser un peu à vous deux, Sandra Vessière et Dominique Monneron. Est-ce que vous confirmez que ces directions sont les bonnes? Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose? Et peut-être Sandra Vessière, pour commencer, si je reformulais la question, est-ce que les difficultés que vous observez, vous, dans votre exercice au quotidien, mais aussi au travers des remontées au sein du collectif, est-ce que ce sont bien ces problématiques-là, qualité de vie au travail, formation, rémunération, qui remontent le plus? Alors oui, complètement, c'est ce qu'on observe au sein du collectif. Après, nous, ce qu'on relève, concernant les problématiques de la profession, du secteur, c'est trois grandes problématiques. C'est d'abord la pénurie de personnel, le manque d'attractivité du secteur, encore plus à domicile en fait. Et la troisième, c'est le problème de recrutement dans les agences.
Donc en fait, la première et la troisième sont liées intrinsèquement à la seconde, en fait, par rapport très rapidement au manque d'attractivité du métier. Ce sont les conditions de travail, ce sont plein de choses qui font que le métier aujourd'hui n'attire plus personne. Les jeunes, il y a une fuite, on observe ça dans le collectif, une fuite des jeunes dans ce secteur. Le peu qui viennent ne restent pas, c'est ce que disait d'ailleurs l'ancienne ministre lors de son allocution, c'est que on n'arrive pas à faire rester le personnel. Donc voilà, oui, je confirme totalement avec le collectif ce qu'a annoncé Madame El Khomri. Très bien. Dominique Monneron, vous confirmez aussi ou vous en voyez d'autres? Non, je pense qu'effectivement, mais Madame El Khomri a évoqué le fait qu'on avait échangé récemment, parce qu'elle avait été invitée au mois de septembre à la convention des managers de Partager Vie, et qu'on avait passé 1h30 avec elle sur tous ces sujets-là. Non, je crois qu'effectivement, on est bien sur les sujets qui se posent. Il faut être honnête, il y a un fort mouvement qui a été engagé en matière de pouvoir d'achat, et les paramètres ont été améliorés de ce point de vue-là depuis quelques mois. On a encore devant nous des efforts complexes pour s'adapter, en particulier au contexte inflationniste. Il va falloir s'assurer qu'on ait, de la part de tous nos financeurs, les moyens de financer l'augmentation de 3% des rémunérations qui est prévue. Donc je pense que sur les questions aujourd'hui purement financières, on a déjà du travail qui a été fait. On voit bien que ça ne suffit pas. Et effectivement, c'est l'expérience que nous faisons, nous, c'est que la question de l'attractivité, c'est deux choses. C'est quand même un petit peu une question d'image de ces métiers. Et donc là, on rejoint toutes les réflexions collectives qu'on peut mener sur la lutte contre l'agisme, sur le fait que, vu de très loin, la vieillesse et en particulier le travail auprès des personnes âgées est très repoussante, très négative, et que plus on se rapproche de cette activité, plus on voit que, pour paraphraser le ministre de la Santé, c'est un métier qui fait briller les yeux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où seuls les soins à haute technicité pourraient faire briller les yeux des soignants. Donc on a un vrai enjeu d'amélioration de l'image de nos métiers, mais il ne faut pas non plus exagérer aussi cette dimension. Je pense que le vrai sujet, c'est aussi un sujet de qualité de vie au travail. Et là, on voit bien qu'on a un cercle vertueux à engager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cercle vicieux. Les métiers sont peu attractifs. On a des personnes qui ne restent pas. Moralité, le travail pèse sur ceux qui restent et qui sont engagés, mais qui du coup sont obligés de faire ce travail dans des conditions pas totalement satisfaisantes, et qui au bout d'un moment finissent par s'user, et ainsi de suite. Et donc on craint effectivement une attrition progressive des personnes sur lesquelles on peut compter. Et donc je pense que là il y a vraiment un message important à faire passer, qui est que oui, les questions quantitatives, les questions de taux d'encadrement qui vont permettre en particulier de proposer collaboratrices aux collaborateurs de ne travailler qu'un week-end sur 3 par exemple, de leur garantir qu'ils auront un minimum de temps à passer auprès des résidents ou des bénéficiaires de leurs services. Ces éléments-là de qualité du travail sont tout aussi fondamentaux. Donc je pense qu'il y a vraiment un accent à porter là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Myriam El Khomri. Le deuxième aspect, c'est évidemment, mais on va y revenir, ces questions de formation et de qualification. C'est qu'aujourd'hui, en étant sur la quantité disponible de professionnels diplômés, on n'a pas la quantité suffisante. Il y a des réflexions à mener, en particulier sur tout ce qui est VAE, formation continue, formation sur le lieu de travail, parce que un des enjeux que nous on perçoit, c'est que ces métiers sont avant tout des métiers de savoir-être,
et que une fois qu'on a les personnes qui ont les bons savoir-être, leur faire appréhender les bons savoir-faire, c'est un travail qu'on doit mener tous ensemble, mais qui, sans savoir-être, ne mènera à rien. Très bien, merci beaucoup. Alors Sandra Vessière, vous n'allez pas échapper à la présentation du collectif parce que et son histoire, parce qu'elle est intéressante. En fait, on voit bien que vous vous êtes créé un moment où vous avez éprouvé le besoin et la nécessité d'échanger entre vous, entre pairs, pour défendre alors, déjà, dans un premier temps, pour échanger, puis ensuite défendre et valoriser vos métiers. Mais avant cela, parce qu'encore une fois, on est à Saint-Étienne, donc on va de nouveau accueillir et donner la parole à des étudiants, des élèves de l'EN3S. Donc, je vais appeler Lucille Oualic, Benjamin Bourguignon et Clément Maritas. Alors, vous avez travaillé plus directement, vous n'êtes que deux, d'accord. Vous avez travaillé plus directement sur l'attractivité des métiers du domicile, et je crois que vous avez quelques vidéos à nous montrer. On vous laisse, vous avez 5 minutes aussi. Alors en effet, pendant la semaine des trophées de l'innovation de l'EN3S, avec 9 élèves, nous avons travaillé à réaliser un contenu pour améliorer l'attractivité de ces métiers, qui a été évoqué par Madame El Khomri et puis par vous, Madame Vessière. Donc on avait, outre l'objectif d'attractivité de ces métiers, nous avions aussi pour objectif de lutter, ou en tout cas modestement d'essayer de lutter contre les clichés et les préjugés dont souffrent aujourd'hui ces métiers. Également de s'adresser en fait à un jeune public, c'était notre cible essentiellement, des jeunes gens issus de fin de collège et puis des lycéens. Et enfin de réaliser un contenu qui soit compréhensible justement à ce jeune public, qui soit adapté à leur façon de visionner aujourd'hui des contenus numériques. Et donc pour ça, la vidéo que vous allez pouvoir visionner s'adresse donc à ces jeunes gens dans le cadre de salons professionnels, des salons d'orientation. On avait aussi pour volonté que ça puisse s'adapter à différents contextes, y compris aujourd'hui bien sûr, mais aussi pourquoi pas au sein de l'éducation nationale. Et enfin, on voulait, avant de passer la parole à Benjamin, remercier l'AIMV. On a tourné cette vidéo grâce à eux, et en particulier grâce à 3 auxiliaires de vie, Anne-Claire, Sandrine, et il ne faut pas que j'oublie la 3e, Angéline. Voilà, merci à elle encore une fois. Donc comme le disait Lucille, pour atteindre cet objectif, on a abordé 4 thèmes au travers de 3 vidéos qu'on va passer tout à l'heure, pas tout de suite même, donc qui reposaient sur le témoignage des professionnels de l'AIMV. Donc le premier thème, c'était la diversité des métiers et des missions, pour bien montrer que c'était très riche et que ce n'était pas uniquement des toilettes ou du ménage. Montrer les qualités et les compétences qu'il fallait pour exercer ces métiers. Parler de l'avenir du métier, on a parlé hier avec la silver economy, l'évolution sociétale, tout ça, donc vraiment montrer que c'est un métier d'avenir. Et évoquer, bien sûr, puisque Myriam El Khomri en a parlé tout à l'heure, les conditions de travail, la pénibilité, les horaires atypiques, mais aussi la richesse des échanges. Donc on l'a abordé au travers de 3 contenus différents. Un vrai-faux qui permet de confirmer et infirmer les clichés. Un rapide et curieux inspiré du Fast and Curious de Combini qui permet de rapprocher en fait le public et on va dire les auxiliaires, les intervenantes. Et des top conseils qui s'adressent directement aux futurs recrutés et qui permettent de se projeter dans le métier. Voilà, donc je vais laisser la parole à la régie. Si on aime s'enrichir avec les gens, les expériences des gens, il faut y aller, quoi. Se lancer et de faire un stage découverte. Ils sont souvent rémunérés. J'aurais aimé aussi me dire que c'est quand même un métier qui est prenant, qui demande beaucoup de patience, qui est un métier surtout basé sur le relationnel. Donc si déjà on n'est pas quelqu'un qui aime le contact avec l'autre, faut oublier. Qu'on me dise que je vais y arriver et que ça va être fait pour moi. Venez, n'ayez pas peur. Sens dans le travail. Parce que mon métier, on le fait pas pour l'argent. Si on le fait pour l'argent, il n'y a pas le côté humain. Domicile, parce qu'on a vraiment un contact particulier avec les gens. Et c'est formidable. Pas de moi.
Porto quand c'est offert par la petite famille et Badois en vrai. Ah, Porto, ça rappelle des souvenirs de tournée. Par vocation. Vocation. Sinon, tiens pas. Paris était devenu une vocation, une vraie découverte. Toilette. Toilette. Parce que couche, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Colonie de vacances. On n'est pas là pour les rythmer, ils sont chez eux. C'est à nous de nous adapter à eux. Bonne fée, qu'on n'est pas là pour faire leur bonne, justement. On est là pour les aider dans la vie quotidienne, pour qu'ils se sentent mieux à domicile. Rire et pleurs. Souvent ils pleurent, mais c'est à nous de faire en sorte que les pleurs deviennent des rires. Les deux en même temps. Il y a tellement d'émotions que c'est tout en même temps. Et si vous... Vous êtes très jolie, vous inquiétez pas. Faux. Ça s'ouvre maintenant à tout le monde et c'est pas plus mal. Un grand non. À domicile, c'est pas que faire des toilettes et du nettoyage. Il y a tellement d'autres choses. C'est aussi de l'accompagnement moral, de l'accompagnement aux courses aussi pour les personnes qui peuvent plus y aller seules. Il y a de l'accompagnement pour toutes les démarches administratives. Ça englobe énormément de choses. On va dire vrai et faux. C'est sûr que c'est un métier qui est exigeant parce qu'il doit s'adapter aux personnes. Donc c'est sûr que c'est des horaires un peu atypiques. On trouve tellement d'autres bénéfices qu'on en arrive presque à oublier s'il y a des inconvénients. Faux. C'est un travail d'équipe avant tout parce qu'on n'est jamais vraiment seul. On est seul sur l'heure où on va passer avec les personnes, mais après on est une équipe. Vrai. On a une population qui a tendance à vieillir de plus en plus. Les hôpitaux sont surchargés, donc c'est le domicile qui privilégie maintenant. Le domicile, c'est un métier où il y a beaucoup d'avenir parce qu'on en aura toujours besoin. Eh ben, c'est excellent, bravo. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, on rentre complètement dans l'opérationnel, là. Je crois qu'on y est. Sandra Vessière, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse du collectif et puis peut-être même à l'appui de ce qui vient d'être diffusé, ce que vous allez porter au sein de cette fameuse fabrique du bien vieillir, le CNR. Oui, alors du coup, oui, c'était super ces vidéos là, ça va bien imager mon propos, c'est génial. Du coup, le collectif, pour son histoire, moi c'est une histoire que j'adore raconter parce qu'elle est assez rigolote. En fait, le collectif s'est monté, c'était un groupe Facebook qu'une auxiliaire de vie a décidé de monter. Et à la base, c'était pour se réunir entre collègues, pour parler de notre métier, comme tant de pages Facebook le font avec d'autres métiers. Oui, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, pour le micro, j'ai pas l'habitude. Et donc, en fait, on s'est vite aperçu que les salariés avaient de réels problèmes de terrain, avaient de vraies questions concernant les droits, les devoirs, tout ça. Aucune n'était au courant de leurs droits et de leurs devoirs, en fait. Beaucoup posaient des questions d'ordre est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est normal ces horaires? Est-ce que... Voilà. Donc, on a commencé à répondre tout simplement juridiquement à ces questions-là. Et en fait, l'association s'est montée parce que sur ce constat que les salariés sont seuls déjà et ne connaissent pas leurs droits, ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui les accompagne, ne serait-ce que dans la lecture de leur bulletin de salaire aussi, beaucoup qui ne savent pas lire leur bulletin de salaire. On le fait au collectif, on les accompagne sur ces lectures-là. Les conventions collectives qui sont atroces à lire, on ne va pas se mentir. On les accompagne aussi pour les aider à comprendre nos conventions collectives qui ne sont pas évidentes. Et puis le code du travail tout simplement parce que beaucoup de salariés ne connaissent même pas le code du travail en fait. C'est un constat alarmant dans notre profession. Et donc le collectif s'est monté comme ça, donc c'est devenu une association. Maintenant on a un site internet, on a beaucoup d'autres supports pour interagir avec les gens.
Donc voilà, on a un système d'adhésion, on a un système de dons, parce qu'on vit de dons. Donc on est toutes des bénévoles au sein du collectif et on est toutes des auxiliaires de vie d'ailleurs. Après le collectif et les adhérents sont de toutes sortes, on a des aidants, on a des bénéficiaires, beaucoup. On commence à avoir des directeurs d'agence qui nous rejoignent aussi et ça fait énormément plaisir parce que notre politique c'est de réfléchir collectivement, ensemble, en fait, à l'amélioration du bien vieillir à domicile. Et donc, c'est pas réducteur aux salariés. Nous, on veut vraiment... Parce que le problème, c'est pas... ce qu'on défend, c'est que le problème, ce n'est pas les salariés contre les patrons. En fait, c'est vraiment se mettre tous ensemble pour réfléchir à comment améliorer nos conditions de travail parce que le combat, c'est vraiment l'amélioration de ce secteur. C'est pas se battre contre les patrons, parce que les patrons, ils ont aussi les mêmes problèmes que les salariés, en fait. Ils ont les problèmes de salaire aussi, c'est compliqué, les financements, enfin tout ça. Et donc oui, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, en fait. C'est pas une question de salariés contre patrons. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est très important pour le collectif. Ensuite, merci à la vidéo, du coup, qui a beaucoup... étayer ce dont je vais parler maintenant. Le constat qu'on a fait au sein du collectif, c'est que c'est un secteur qui est dans une crise vraiment alarmante en ce moment. En fait, le problème d'attractivité, c'était... Monsieur, excusez-moi, en a parlé très bien aussi tout à l'heure. C'est ce problème de reconnaissance. Et le problème de reconnaissance de ce métier, c'est qu'en fait, il est global. La reconnaissance de ce métier, il faut qu'elle soit globale parce que il y a même les bénéficiaires, même les familles, même les aidants ne savent pas nos fonctions en fait. On parlait tout à l'heure de faire la toilette, faire le ménage. Alors déjà, la toilette, normalement, ne doit pas rentrer dans nos fonctions, c'est un soin infirmier. Bien sûr, on l'a fait parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Le ménage, c'est pareil. Votre auxiliaire de vie n'est pas votre femme de ménage. Nous le rappelons aussi énormément au sein du collectif. Nous, on est là pour l'entretien et pour, comme le disait la jeune femme, elle a répété beaucoup de fois ce mot d'accompagnement. On est là pour accompagner les personnes. C'est-à-dire on fait avec, on ne fait pas à la place d'eux. Donc l'auxiliaire de vie n'est pas là pour venir récurer les moindres recoins de votre maison, en fait. Voilà, c'est ce problème de reconnaissance, c'est que moi je le rencontre beaucoup au quotidien et je vais m'excuser d'avance pour le langage, mais c'est ce qu'on me dit quotidiennement, donc je n'ai pas d'autre formule pour le dire, mais quand je parle de mon métier dans la rue, on me dit « Oh ça va, tu fais le ménage et tu torches des culs, c'est cool ». Non, voilà, la reconnaissance, elle commence par là, en fait. Personne ne sait ce que c'est notre métier. Super, très bien. Merci beaucoup, Sandra Vessière. Alors, peut-être avant de voir avec Dominique Monneron quel est le rôle des gestionnaires aussi dans le management de l'équipe, parce qu'on a beaucoup parlé du travail d'équipe finalement. Myriam El Khomri en a parlé, les personnes dans la vidéo aussi ont parlé de l'importance du management. J'aimerais qu'on voit aussi une vidéo sur l'AIMV. Donc vous allez voir ce qu'est l'AIMV, c'est une institution locale. Et on a normalement une vidéo qui va se... ou pas. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 24 ans, je suis responsable de secteur à l'AIMV depuis 2 ans et demi. On fait toute une gestion des salariés avec la gestion des auxiliaires de vie, des aides à domicile, mais surtout une des grosses parties du travail qu'on a à faire, c'est vraiment l'accompagnement au quotidien de la personne. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans ce petit trou. Oh là là. Il faut essayer de se débrouiller.
c'est le plus compliqué dans ce travail. Et pas essayer de se prendre des amendes parce que c'est... Ah, c'est ça. Une des grosses parties du travail qu'on a à faire, c'est vraiment l'accompagnement au quotidien de la personne. Donc on va à leur rencontre, on essaye de voir leurs besoins, de leur trouver des solutions face aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et vraiment le but, c'est de leur apporter du confort et du bien-être à domicile. C'est vraiment notre but. Et ça passe par la gestion de nos salariés derrière, par la gestion de nos plannings et toutes ces petites choses-là qui vont avec. Moi, j'ai été au cimetière. Ah oui, vous l'avez dit, vous avez fait le cimetière, vous avez passé des petits tours. C'est ma chaise, parce que ma chaise, elle est pas bonne. Voilà. On va pousser un petit peu. Voilà. Super. Super. Hop, hop. Vous me dites que c'est bon. Je vais vous tenir les pieds. Allez-y. 1, 2, allez, courage. 1, 2, 3. Super. Je vais la transférer là. Hein? Non, on va pas filmer. Là, c'est bon. Côté humain, on sert à quelque chose un petit peu, c'est un petit peu cette notion-là d'apporter du bien-être, d'apporter du confort. C'est une certaine reconnaissance pour nous aussi parce que des fois les bénéficiaires nous disent merci parce qu'on se sent mieux, on est bien. Et du coup, c'est beaucoup de reconnaissance, je trouve, pour nous aussi en tant que responsables de secteur. C'est bon tout ça? Oui, c'est pour moi, tout est ok. Il n'y a pas de problème. Je fais une petite entrée endive et tomate cerise. Ok. Voilà. Cet après-midi, c'est qui les a accompagnés du coup à la... C'est l'accompagnement AIMV. Ah oui, d'accord. C'est pas nous. Alors, depuis l'an dernier, l'AIMV fait les toilettes, matin et soir. L'année dernière, il y avait la douche 2 fois par semaine. Et puis là, cet été, elle s'est beaucoup dégradée. Et là, maintenant, on a besoin de quelqu'un en plus pour la faire manger. Et puis rien que pour nous, pour le dos, pour la mobiliser, on a besoin, même si on est là, d'une personne en plus. Et mon père, lui, il est ravi parce que il a bien conscience que sans l'équipe, ça serait l'EHPAD depuis plusieurs mois. Et puis de toute façon, on ne serait déjà plus là. Hein. Ça, c'est certain. Allez, fais fort. Hop. Allez, on y va. Vous me donnez les mains? Donnez-moi votre main. Super. Ça fait du bien, Madame Dugonnet? À demain.
Voilà. L'association AIMV, Agir, Innover, Mieux Vivre, dont je salue la présence du président Yves Perrin et de vice-présidents Alain Poulet et Maurice Ronat. Là aussi, c'est voilà, une vidéo plus réaliste, je dirais, sur le métier au quotidien des aides-soignants, des auxiliaires de vie. Et donc Dominique Monneron, voilà, quand on voit cette association, cette structure, quel est le rôle que peuvent jouer les gestionnaires, les encadrants, les managers ? Je crois que deux choses. La première, c'est effectivement de reconnaître toute la dimension affective et émotionnelle qu'il y a dans ces métiers. Je crois que c'est un point auquel on doit faire très attention, qu'on peut avoir tendance dans des logiques très gestionnaire, de vouloir cadrer avec énormément de processus, des politiques, etc. Tout ça est absolument nécessaire. Mais il est absolument fondamental aussi, avant tout, de reconnaître cette dimension émotionnelle qui existe dans nos métiers. Et je crois qu'on ne peut pas bien animer les équipes si on ne laisse pas la place à cette dimension-là. Hein. J'ai un exemple très, très concret en tête aussi, là, qui ne concerne pas le domicile, qui concerne un établissement à proximité, pas très loin d'ici, à Roanne. Cet été, on a eu un grave incendie, heureusement, qui n'a créé aucune conséquence sur nos résidents, mais il y a eu un incendie qui a obligé à vider l'établissement en 25 minutes. Et avec une solidarité de tous les professionnels, y compris ceux et celles qui sont revenus tout de suite pour donner un coup de main, etc. On les a rencontrés justement dans la convention dont je parlais tout à l'heure, cette convention des managers qui a eu lieu au mois de septembre. Et ça, ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà du retour d'expérience, de ce qu'elles ont pu nous dire, ce qui a été très très fort, c'était cette dimension d'émotion partagée. Au sein de Partager Vie sur ce sujet. Je crois que c'est peut-être un message qui me paraît important à porter quand on parle de ces questions de métier du grand âge. Ce sont des personnes qui accompagnent et qui soignent, des personnes qui ont besoin d'être soignées et accompagnées. Et il faut vraiment rester sur cette dimension de lien personnel. La deuxième chose, mais c'est assez lié, c'est qu'il faut arriver à lutter contre la solitude des collaboratrices et des collaborateurs. C'est vrai évidemment à domicile, mais c'est même vrai aussi parfois en établissement où chacun peut être un peu enfermé dans ses tâches. Et de ce point de vue-là, donc, on est au sein de Partager Vie très déterminé à développer des logiques d'équipe autonome, de capacité des professionnels à prendre les initiatives qui sont pertinentes pour bien accompagner les personnes dont elles ont la charge. Dans le film, là, on voyait le film commençait par une gestion de planning. On a au sein de la structure d'aide à domicile que nous gérons dans le Nord, on a mis en place une logique d'équipe autonome inspirée de la méthode Buurtzorg qui existe aux Pays-Bas. Ça a très très bien marché et maintenant chacune des équipes gère beaucoup plus souplement et efficacement ces questions de planning, ces questions de remplacement, etc. Ça a bien fonctionné, ça a tellement bien fonctionné qu'on considère que cette prise de responsabilité, il faut qu'on l'étende maintenant en établissement. Et donc on est en train de travailler sur la création d'équipes comme cela au sein des établissements, qui est d'ailleurs bien en ligne avec la logique domiciliaire qu'on essaye d'instaurer de plus en plus dans les établissements avec en fait non pas un établissement de 80 lits, mais 4 unités d'une vingtaine de personnes à chaque fois, et avec un espace de vie beaucoup plus communautaire pour se rapprocher justement un petit peu de l'aspect domicile. Hein. On a bien vu, y compris dans les exemples qui étaient filmés, que parfois la limite entre l'EHPAD et le domicile, elle n'est pas facile à établir. Et donc il est important que les méthodes de gestion, et en particulier de responsabilisation des collaboratrices et des collaborateurs,
soit homogène dans les deux univers. Merci beaucoup. Alors, Julien Blanc, vous devez trépigner là quand même, ça fait un petit moment. Finalement, vous êtes peut-être celui ici qui peut réconcilier, mais alors au sens noble, hein, parce que vous n'êtes pas fâché, mais réconcilier les employeurs et les professionnels. Votre credo à vous, c'est la formation. Oui, tout à fait, j'ai bien noté. Donc, votre credo à vous, c'est la formation. Alors, Absolument. est-ce que, mais pas n'importe comment la formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'envisagez vous chez Galiléo? Oui, donc Galiléo, un tout petit mot sur Galiléo Global Éducation. C'est un groupe français d'enseignement supérieur et de formation professionnelle indépendant et qui aujourd'hui est numéro 1 mondial en nombre d'étudiants, en nombre de pays dans lesquels on se trouve, etc. Et on a des formations dans les métiers de la santé, de l'autonomie, du service à la personne dans différents pays du monde, en Europe, en Amérique latine. Et on a vraiment commencé dans ce secteur-là et sur ces enjeux-là en France, il y a à peine un an, un peu plus d'un an, en créant un institut de formation d'aides-soignants d'abord, un IFAS, comme on dit dans le jargon, qui s'appelle Eva Santé et qui a ouvert à Metz, Châlons et désormais à Bordeaux, et qui délivre une formation d'aide-soignants par apprentissage, et cette formation elle est digitalisée à 70%. 68% pour être exact. Il y a d'autres caractéristiques à cette formation, mais disons que ce sont ces deux caractéristiques essentielles. Parce que sur les différents enjeux d'attractivité, de qualité de vie, de volume de professionnels dont les patients, la France, nous avons besoin, on s'est dit qu'on était capable d'apporter quelque chose à travers l'apprentissage et à travers la digitalisation. Parce que la digitalisation, ce n'est pas des cours par écran interposé comme on a pu le connaître pendant le Covid. Hein. Ce sont des contenus qui sont réfléchis, travaillés, qui durent un certain temps, le temps où on peut être attentif, avec des quiz, avec des visuels, avec des tutos, enfin, avec plein de choses. La digitalisation, ça apporte de la flexibilité. Et ça fait qu'en gros, pour faire simple, quelqu'un qui habite à un quart d'heure, 20 minutes d'un EHPAD, par exemple, mais qui par contre habite loin d'une ville où se trouve un institut de formation, eh ben, grâce à la digitalisation, ça lui simplifie la vie, en termes de déplacement notamment, et il peut plus facilement rentrer dans un contrat de travail assorti d'une formation, c'est l'apprentissage, à côté de chez lui. Et de même, l'EHPAD ne savait pas, puisqu'il habite loin d'un institut de formation, qu'en fait, il pouvait prendre un apprenti, parce qu'il habite loin d'un institut de formation. Ben là, grâce à la digitalisation, on observe, nous, on a fait environ 180 contrats d'apprentissage en 12 mois, en un peu plus en 18 mois, dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine, que ça permet, ça réveille des potentiels. En fait, des endroits où il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ce boulot-là, et des instituts qui ne savaient pas qu'ils pouvaient trouver du personnel à côté, et bien voilà, le digital a permis ça. Et puis l'apprentissage, évidemment, c'est une formation pratique, vous le savez, qui est essentiellement pratique, sur le terrain donc, et qui en plus est rémunérée. Parce que sur les questions d'attractivité des métiers, nous on croit qu'il faut, enfin on croit, on sait, enfin vous savez, on est tous d'accord, que la question de la formation joue un rôle important sur cette attractivité. Et donc il y a la question de l'attractivité des formations. Mais pour rendre une formation attractive, il faut s'y mettre. Si vous me permettez, Séverine, vous avez peut-être en tête le cas je pars sur autre chose. Vous avez en tête le cas du recrutement de l'armée française, Dans les années 80, début des années 90, crise, trouver personne, etc. Et puis ils s'y sont mis et ils ont fait une vraie campagne de mobilisation, de communication. Mais une campagne de communication, c'est pas juste parler ou dire que. Derrière, il y a les bureaux de recrutement, enfin, derrière, il y a toute une organisation qui se met en place. Mais surtout, on fait vraiment l'effort d'aller faire savoir aux gens qui peuvent faire cette formation, qui peuvent faire ce métier, qu'est-ce que ça implique. Et permettez-moi, je fais exprès, c'est un petit peu cynique, mais c'est la réalité. Il faudrait, et il faut y mettre au moins autant d'efforts qu'on met à vendre des dosettes de café qu'on achète tous ici et qu'on consomme tous. Ce parallèle étant terminé et présentant de nombreuses limites, je vais m'arrêter là sur ce point, mais en tout cas pour dire
qu'on croit que la formation, elle a un rôle important à jouer évidemment dans l'attractivité des métiers. Sur ce point-là, rendre la formation attractive pour former plus de monde, il faut former plus de monde. Il faut juste que cette préoccupation, et elle est, je sais, dans le CNR, et elle est autour de la table, que cette préoccupation de former plus de monde soit la priorité. Et puis la deuxième chose, on pense que, et votre propos à tous les deux, et les vidéos qu'on a vues me confortent dans ce sens-là, que la formation, en fait, elle permet de mettre en place des parcours. Et évidemment, quand on rentre dans un métier et qu'on se dit « Oh là là, je vais faire ça pendant 30 ans, il n'y a aucune perspective d'évolution, il y a des plafonds de verre, on va me mépriser, c'est du dessus. Bon, du coup, moi, je vais mépriser ceux du dessous pour faire bonne mesure, etc. etc. » Et ben, quand il y a ça, vous disiez que vous faisiez des gestes qui, normalement, sont dans le référentiel aide-soignant. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais enfin, il y a une continuité qui existe déjà, en fait. Et l'appareil de formation, elle permet pour les individus, mais aussi pour les employeurs, en fait, d'apporter une partie de la réponse, pas toute, aux enjeux d'attractivité, en disant, ben voilà, ça fait 3-4 ans, tu as envie de partir, eh ben, ne pars pas. Parce qu'on va faire une formation, tu vas faire telle nouvelle fonction, etc. etc. Merci beaucoup. En effet, vous avez anticipé sur la deuxième question que je voulais vous poser, parce que former plus de professionnels, je comprends que c'est important, c'est une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante. Ensuite, il faut fidéliser les professionnels. Effectivement, la notion de parcours professionnel, elle est importante pour donner des perspectives, mais je crois que votre message était assez clair. Puis surtout, il y a l'heure qui a tourné. Voilà, on avait pris un peu de retard et moi, j'aurais encore plein d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Donc peut-être, messieurs, je vais laisser à Sandra Vessire, si elle le veut bien, un mot de la fin, si vous le souhaitez, si vous le voulez, sinon... J'ai une lourde tâche. Mot de la fin rapide alors, j'ai cru comprendre. Mot de la fin, ça va être, je pense, un cri du cœur que je relaye de la part de toutes mes collègues. Je vais essayer de faire ça sans émotion, mais c'est toujours le moment un peu compliqué. Mais on est toutes des passionnées et on aime notre métier, on ne veut pas que ça s'arrête. On n'en peut plus. Il faut nous aider, vraiment. Il y a vraiment tout à refaire dans ce métier. Et moi, je ne me verrais pas faire autre chose. Et je crois qu'aucune d'entre nous ne se verrait faire autre chose. C'est un métier, on ne peut pas vous le décrire parce qu'il faut être dedans, en fait, pour se rendre compte à quel point ça nous prend aux tripes. Et nos bénéficiaires, on finit avec eux. Enfin, on est invité au mariage, on est invité aux enterrements, on fait partie de la famille. C'est un lien qui se crée qui est extrêmement fort. Et voilà, je lance un gros cri de détresse sur cette profession parce qu'il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. On est dans une crise jamais vue. Avec l'inflation et la hausse de l'essence, ça s'est empiré, c'est terrible. J'ai des collègues qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'elles ne peuvent plus mettre de l'essence dans leur voiture. Dans le milieu rural, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est un appel de la part du collectif et de toute la profession. Merci à vous.